Bienvenue à cette interview sur France 24 et RFI. Notre invité aujourd'hui est le président de la République de Colombie, Gustavo Petro. Merci, Monsieur le Président. Merci, comment allez-vous? Merci. Angélica Pérez va m'accompagner pour cette interview. Quelles réponses concrètes vous ont données les gouvernements concernés par la guerre, qu'ils y participent ou qu'ils la financent? Assez peu en réalité. Tout d'abord parce que ici, c'est un président solitaire qui s'exprime. Mais si toute l'Amérique latine s'exprimait, les possibilités seraient plus importantes et cette voix serait davantage écoutée. Et si l'ensemble du Sud s'exprimait, les possibilités seraient bien plus grandes encore. Ou du moins, on aurait une vision plus en noir et blanc, comme on dit en Colombie. Quand on arrive à conclure que les puissances mondiales abandonnent l'humanité dans une atmosphère de sauve qui peut face aux effets de la crise climatique, ce qu'au fond on adresse comme message aux plus pauvres et aux groupes qui ont été les plus lésés dans la population, c'est que leur vie ne nous intéresse pas. Il s'agit d'une sorte de politique de la mort. Si vous voulez, c'est une nouvelle fois ce qui s'était passé au début du XXe siècle, avec une accession au pouvoir en 1933. On se rapproche d'un 1933 mondial. Monsieur le Président, je veux parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Lula, il y a peu, a déclaré que le président ukrainien Zelensky était tout aussi responsable que le président Poutine. C'est votre avis ? Il y a eu des invasions au Moyen-Orient au XXIe siècle, en Irak, en Libye, en Syrie. Il y a des invasions jugées bonnes que l'on salue, et les mêmes qui applaudissent ces invasions en condamnent d'autres. Il y a de bonnes et de mauvaises invasions en fonction des intérêts de pouvoir qui déterminent la nature de chacune. Certaines sont saluées, d'autres sont dénigrés en fonction des intérêts géopolitiques. Mais le responsable, c'est plutôt Poutine que Zelensky. C'est une question que je vous laisserai trancher. Nous observons Ou les États-Unis. Nous observons un jeu de l'OTAN qui a favorisé la construction d'une réaction russe. Et cette réaction russe a eu lieu à l'encontre d'un peuple qui n'avait rien à voir ni avec l'OTAN, ni avec les Russes. Et il s'agit du peuple ukrainien. Ce jeu que l'on essaye aussi d'imposer dans la région sud-américaine dont je viens, le jeu OTAN-Russie, donc, la lutte commerciale entre les États-Unis et la Chine, ne représente pas les intérêts de l'Amérique latine. À cet égard, le mieux que nous ayons à faire, c'est de prendre du recul et de proposer la paix. Si Lula souhaite signer à nos côtés, à ceux du président mexicain et d'autres gouvernements, un appel au dialogue immédiat, à la trêve immédiate et à mettre fin à la guerre immédiatement, nous sommes disposés à signer. À propos de paix, le 4 novembre a été adoptée la loi 418, lançant le processus de paix totale, comme on l'appelle, avec la guérilla de l'ELN, l'armée de libération nationale, la dissidence des FARC et les groupes armés. Alors, très concrètement, avez-vous déjà obtenu des résultats? Qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, l'ELN, conformément à la loi qui vient d'être signée, a choisi des porte-voix, des négociateurs de leur organisation. Ils sont connus sous différents noms. Nous avons fait la même chose et nous rendrons publiques ces informations en temps utile. Nous n'avons pas choisi de lieu. C'est la prochaine étape. C'est là que nous en sommes. À l'endroit où auront lieu ces négociations,
Et une fois que les négociateurs d'un côté et ceux de l'autre s'asserront à la table des négociations dans ce lieu avec des pays qui se sont proposés d'être garants de ce processus, entre autres Cuba, la Norvège et le Venezuela, le Brésil également, même s'il faudra voir comment évoluent les choses après décembre, il y a des pays qui se sont rapprochés du processus. La France vient de me dire que nous pouvions compter sur le gouvernement français pour l'ensemble du processus. L'Espagne a également manifesté son intérêt. J'ai même pu rencontrer des représentants pendant la campagne. L'Espagne a fait figurer l'ELN sur la liste terroriste européenne, ce qui fait un certain bruit. Mais de façon générale, le monde a fait part de son soutien à la mise en place d'un processus de paix avec le LN. Vous avez rencontré d'importantes personnalités américaines, le secrétaire d'État Blinken, une délégation officielle qui a été envoyée par Biden, le chef de la CIA. Quelle réponse concrète vous donne Washington ? Quelle réponse concrète propose-t-il à votre vision concernant le trafic de drogue, la gestion des drogues illicites et la question de la coca? Je crois que le parti qui est au pouvoir à l'heure actuelle aux États-Unis est conscient du fait que la guerre contre la drogue a échoué. Mais dans leur société, ils doivent se mouvoir avec beaucoup de prudence, de précaution, mais je pense qu'ils en sont conscients, nous en avons parlé. Les chiffres sont sans appel. Il y a eu 1 million de morts en Amérique latine. Des millions de personnes, dont la plupart sont des personnes de couleur, sont passées par la consommation ou la détention dans les prisons des États-Unis. Les mafias sont plus puissantes qu'autrefois et le célèbre Pablo Escobar pâlirait de jalousie devant le pouvoir d'organisation de ces mafias qui peuvent armer de véritables armées, un peu comme les Marines. Ils contrôlent des pans entiers de territoire sur tout le continent. Ils ont le pouvoir de mettre à genoux des pays comme Haïti. Je vous prie de m'excuser. Ils sont capables de tant déstabiliser la démocratie qu'ils ont fait de l'Amérique latine l'un des endroits les plus violents au monde. Les États-Unis le reconnaissent. Et en même temps, la cocaïne tue 3 000 à 4 000 personnes aux États-Unis par an, plus en raison des mélanges que pour la clandestinité de la production. Et le fentanyl, c'est environ 100 000. Depuis quelques années, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, est considéré comme persona non grata sur la scène internationale. Or, l'urgence climatique nous impose de sauver la forêt amazonienne, vous l'avez dit, et le Venezuela doit faire partie de cette croisade mondiale pour sauver l'Amazonie. C'est ce que vous avez dit à la COP27. Alors, Monsieur le Président, vous êtes en train d'aider votre homologue vénézuélien à revenir sur la scène internationale en tant que président légitime pour faire du bien à la forêt amazonienne, mais également à la forêt des relations diplomatiques. Oui, mais pas seulement sur des scènes comme celle de la COP, mais également lors de réunions au Mexique. Après cet entretien, je me rends à une table ronde pour échanger sur ce sujet avec le gouvernement français, le gouvernement argentin et des délégués du gouvernement et de l'opposition vénézuélienne. Il s'agit ici de s'assurer de trouver une approche permettant de s'assurer que les élections de 2024 soient un pacte social au Venezuela. Il y aura des élections en 2024, mais elles ne doivent pas, contrairement aux précédentes, mener à une polarisation. Et même si les Vénézuéliens ne basculent pas dans la violence qu'a connue la Colombie, on pourrait assister à des violences, voire des violences armées. Ce qui m'intéresse, c'est que le Venezuela soit en paix,
parce que la Colombie peut également être en paix. Mais, Monsieur le Président, pour un grand nombre de personnes, Nicolás Maduro n'est pas le vrai président du Venezuela. À cause des élections controversées, il est soupçonné de crimes contre l'humanité par les Nations Unies. Et ce que vous faites, c'est légitimer quelqu'un qui ne le mérite pas. Qu'en dites-vous? Ce sont des positions politiques. Les Nations Unies reconnaissent Maduro. Sinon, il n'aurait pas été à la COP. On parle de crimes contre l'humanité. Les violations des droits de l'homme, qui, à mon sens, se sont bien produites au Venezuela, ont été encore pires en Colombie. Et ce que je vois, c'est qu'on accueille à bras ouverts des présidents colombiens, alors que des milliers de jeunes sont morts fusillés par l'armée, que lors de la dernière manifestation de jeunes, 100 ont été tués et 200 ont été faits prisonniers. Mais que cela signifie-t-il? Je l'ai proposé au Venezuela, comme je l'ai proposé à la Colombie et comme je le propose à l'Amérique latine. Il faut renforcer la Convention interaméricaine comme grand traité des droits de l'homme de la région, de l'Alaska à la Patagonie. Je suis président parce que j'ai pu saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour protéger mes droits politiques. Et si je ne l'avais pas fait, j'aurais pu en être privé en Colombie. Et je peux dire que c'est une chance, car aujourd'hui je suis en vie, et il y a quelques années, le candidat présidentiel de la gauche aurait été assassiné. Voilà mon avis. Il faut rétablir la Charte des droits de l'homme sur le continent américain et ne pas faire la même chose que ce que je vois chez certains en Europe qui ont applaudi l'invasion de la Libye et aujourd'hui soumettent des recours contre l'invasion de l'Ukraine. Il faut s'opposer à l'invasion de la Libye, à celle de l'Ukraine, à celle de la Palestine, à celle de la Syrie et à l'invasion de l'Irak. Vous ne croyez pas? S'opposer à l'invasion du Sahara occidental, ou bien est-ce parce que ces personnes ont la peau plus foncée ou parlent espagnol, alors ces invasions ne sont pas condamnables? Je crois que la Charte des droits de l'homme concerne tout le monde. Merci à vous, Monsieur le Président de la Colombie. Merci aux auditeurs de Radio France Internationale et aux téléspectateurs de France 24.